Je suis la première et la dernière, je suis l'honorée et la méprisée, je suis la prostituée et la sainte, je suis l'épouse et la vierge, je suis la connaissance et l'ignorance, la guerre et la paix. C'est un plaisir d'avoir dans ce podcast Zoom Gioia Kayaga. Merci pour l'invitation. Très bien, Gioia, parfait. Pour la première question, j'aimerais d'abord que tu te définisses qui est Gioia. Je suis une femme de 34 ans avec des origines mélangées, comme j'aime bien dire, puisque ma maman est métisse burundaise et belge, donc je suis belge et burundaise. Mon papa est belge et italien, donc j'ai aussi un peu d'Italie dedans. Je suis une femme qui est passionnée par l'écriture. J'aime vraiment depuis toute petite, j'aime les beaux textes. Et donc j'ai voulu moi aussi en écrire. Vers 22 ans, pour la première fois, je suis montée sur une scène, 21 ans, 22 ans, et j'ai découvert le slam. Et à ce moment-là, je suis devenue slameuse. Mais sinon, je pense que si je n'avais pas découvert le slam, peut-être que je serais restée sur le papier pendant toute ma vie. En tout cas, on remercie l'islam parce que c'est grâce au slam que nous pouvons t'avoir cet après-midi. Dans un de tes ouvrages, tu dis « J'écris pour ne pas exploser ». Qu'est-ce que cela déclenche en toi? En fait, pour moi, vraiment, l'écriture part d'une émotion j'ai l'impression qu'elle est tellement forte qu'il faut que je la sorte de moi. Parfois, ça peut être souvent, quand j'ai commencé, c'était de la tristesse ou de la colère. Quand j'étais ado, j'étais très rebelle, j'aimais pas l'école, j'avais l'impression que j'étais dans une prison toute la journée. Aussi, j'étais de plus en plus consciente des injustices que je pouvais voir, des inégalités. Et ça a commencé à vraiment créer une colère et même parfois une agressivité en moi. Et j'ai l'impression que l'écriture, c'est vraiment comme une thérapie, dans le sens que ça me permet de mettre un peu de distance avec mes émotions et aussi de les comprendre. Parce que je suis toujours en train de me poser des questions pendant que j'écris. Ok, quand je ressens ça, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Pourquoi je ressens ça? Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui apaise cette émotion? Quel est le décor autour de moi? Quelles sont les couleurs que je vais associer à ça? Donc, c'est comme si vraiment je suis en train d'analyser en fait un peu ce que je ressens à l'intérieur et qui à la base est comme un peu une tempête émotionnelle que j'arrive pas à contrôler. Et au plus j'écris, au plus ça devient quelque chose de plus rationnel ou en tout cas quelque chose que je peux expliquer et comprendre. Donc je crois que c'est pour ça que j'ai dit j'écris pour ne pas exploser. Parce que sinon, peut-être que j'aurais pu avoir des comportements destructeurs ou autodestructeurs si j'avais dû garder tout ça en moi sans pouvoir l'exprimer. Donc pour toi, l'islam, ça t'a permis de canaliser toutes ces choses en fait? Oui. La colère, les ressentiments. Oui, le slam, et pas seulement le slam, parce que parfois j'écris des textes aussi qui ne sont pas du slam, mais en tout cas l'écriture. Ça, c'est sûr. C'était la première étape pour pouvoir déjà mettre un peu de distance entre ces émotions et mieux les comprendre. Et ce que j'ai découvert après en montant sur scène, c'est que ça, c'est encore une étape en plus dans une forme de guérison ou de thérapie, quand on se rend compte que d'autres personnes aussi ressentent ce qu'on ressent, sont touchées par ce qu'on dit, et qu'on n'est plus seul avec ses émotions, avec sa révolte, avec sa colère ou sa tristesse, et qu'on peut les partager avec d'autres, et que d'autres personnes vous disent « Ah, ça m'a fait du bien quand tu as dit ça », et des réactions par rapport à ce qu'on dit. Pour moi, vraiment, ça, c'était la deuxième étape dans une forme d'apaisement. Est-ce que tu as un souvenir, c'est sûr que ça doit être très lointain, un souvenir lointain de la colère que tu as voulu coucher sur papier? Qu'est-ce que c'était causé par quoi? Je pense que c'est quand j'étais déjà enfant. Et vraiment, parfois, des bêtes choses de « Ah, je trouve que maman a été injuste avec moi quand elle m'a puni, quand elle m'a disputé pour ça et ça. » Et ça m'arrivait d'écrire des textes vraiment en colère contre mes parents ou contre un professeur. Et évidemment, je ne faisais pas lire ces textes-là après. Mais ouais, je pense que ça, c'était dans les premières fois. Sinon, c'était quand j'étais petite, c'était vraiment plus des textes d'imagination, d'histoire, comme je pouvais voir dans les films, dans les dessins animés. Mais vraiment, le fait que ça parte d'une pulsion, je sais que j'ai vraiment des souvenirs où, par exemple, j'étais fâchée contre ma maman et où j'écrivais des textes comme ça. Mais j'ai une excellente relation avec ma maman. J'allais répondre là-dessus. Non, on s'entend vraiment très bien. Mais voilà, il y a des moments où, comme tout enfant ou ado, j'avais de la colère ou un sentiment d'injustice. C'est plus envers ma maman parce qu'en vérité, c'est plus elle l'autorité à la maison. Donc forcément, je pense que j'ai toujours eu un petit problème avec l'autorité, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille. Et donc, j'ai toujours été un peu rebelle et révoltée. Donc voilà, ça me faisait du bien de sortir
cette révolte par les mots. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment s'autoriser des fois, c'est de se dire là j'écris pour me vider. Je ne vais pas forcément partager ce texte. Peut-être que je ne serai plus d'accord avec moi-même si je relis ce texte dans une semaine, mais sur le moment même au moins ça me fait du bien. Mais aujourd'hui tu as des filles, tu en as deux. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui a pris ce caractère un peu colérique de toi? En tout cas, d'être contre l'injustice, je pense que c'est les deux. Parce que je pense qu'il y a aussi une part où ça vient de mon éducation que je leur donne et où elles, même si elles voient une situation vraiment injuste ou révoltante, elles ne vont pas pouvoir s'empêcher de parler. Après, le côté de... Ouais, je pense qu'elles aiment bien. Elles sont toutes les deux un peu artistes. Elles aiment bien s'exprimer, mais des fois avec d'autres choses. Parfois, ça va être la danse. Parfois, elles vont écrire des chansons. C'est pas forcément l'écriture, mais en tout cas, elles ont une ouverture vers le monde artistique. À la base, elles s'intéressent à ça. Et puis moi, j'essaye de leur faire découvrir des choses et de leur montrer des choses. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi chez ses propres enfants. Et aussi de se rappeler que... C'est un peu comme un miroir. Oui, exactement. Et de se rappeler que, bon, si tu penses que ta révolte et ta rébellion, c'est quelque chose de bien aussi et de positif, tu ne peux pas 100% condamner celle de tes enfants. Donc, il faut trouver l'équilibre pour que ça puisse s'exprimer sans non plus voilà, que ça soit trop fort et qu'il y ait quand même un minimum de respect et d'autorité, ça c'est sûr. Je pense que, si j'ai bien compris, c'est la colère qui t'a un peu poussé dans cette voie. Oui. Et on sent qu'elle est structurée et un peu sacrée pour toi. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle représente la colère? Oui, j'aime bien le mot que tu as utilisé, sacré. Il y a une expression qui dit une sainte colère. Et je pense que vraiment, des fois, la colère peut être vraiment saine et que ravaler tout le temps sa colère, ça peut être même très dangereux pour soi-même. Ça peut même ressortir d'une manière dans des maladies que ce soit mentales ou physiques. Et je pense que c'est pas assez valorisé dans la société, que tout de suite c'est très fort critiqué quand une personne se met en colère, et encore plus une femme. Un homme, il a le droit encore d'être en colère, de s'énerver sur les gens, d'être autoritaire et tout ça. Mais quand c'est une femme, tout de suite, ça va être très mal vu. C'est elle perd ses moyens, elle sait pas se contrôler, on n'a pas envie de l'écouter. Alors que en fait, la colère, elle dit quelque chose. Elle dit qu'il y a une injustice. Elle dit qu'il y a un mal-être, qu'on se sent mal à l'intérieur ou même avec l'extérieur autour de soi. Et dans la société d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de valoriser la résilience, le fait de trouver la paix, de faire du développement personnel, de faire de la méditation pour réussir à se calmer. Mais parfois, ça ne dépend pas que de nous. Parfois, il y a une injustice dans la société. Parfois, il y a une injustice par rapport à une personne. Et donc, si on ne se met pas en colère et si on est toujours en train de se dire c'est moi qui dois me calmer, etc., ça ne peut pas ressortir. Donc, je trouve qu'il y a des choses qui sont très belles, qui naissent à la base de la colère, des révoltes, des révolutions ou même des initiatives. Voilà, vous allez rencontrer des gens qui vont dire voilà, moi j'ai commencé à travailler avec les mamans, je sais pas, les mamans célibataires dans la rue, parce que j'ai trouvé que c'était injuste et que ça me mettait en colère comment elles étaient traitées ailleurs dans la société. Donc au final, la colère, c'est vraiment comme une source, une origine. Après, ce qui est néfaste ou bon, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on va la transformer en quelque chose de positif, comme une œuvre d'art, qui va pouvoir faire partager des émotions, comme une association, un groupe, qui va essayer de changer des choses, ou est-ce que ça va devenir seulement de la haine, de la rancœur, du mal-être, de l'autodestruction? Et là, c'est pas quelque chose de positif. Est-ce que tu as eu besoin de quelqu'un comme un mentor pour t'aider à structurer un peu ta colère dans tes textes? Je sais pas. Il y a plusieurs personnes en tout cas qui m'ont vraiment aidée sur mon chemin à des moments bien précis. Il y a mon éditeur qui a été vraiment le premier à me dire qu'il voulait publier mes textes et j'aurais jamais imaginé que je pouvais publier mes poèmes. Il y a Picho qui m'a aidée vraiment sur l'aspect beaucoup plus musical et mise en scène, qui est un rappeur comédien congolais en Belgique et qui m'a surtout aidée à prendre confiance en moi. Donc, à différents moments, il y a aussi mon meilleur ami qui est aussi poète et auteur qui m'a aidée. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelait Ensauvagement, le petit livre de la colère, où c'est dans une période où j'étais justement très très révoltée et qui m'a aidée en me disant ok, là je pense que le livre il est super, il donne beaucoup de choses, mais
est-ce que tu ne veux pas aussi aller vers les solutions? Et donc, ça m'a guidée. Et toute la fin du livre, finalement, ce ne sont que des solutions à tous les problèmes que j'expose. Donc, il y a plein de personnes qui, je pense, m'aident à me ramener en me disant « Ok, ta colère a le droit d'exister, je la reconnais, je la comprends. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et ça m'a beaucoup aidé. Et à quel moment tu as compris que le slam, ça pouvait être une arme? Les premières fois où je suis allée sur scène et où j'ai compris que je pouvais toucher des gens, parce que déjà, je ne me rendais pas du tout compte avant de le faire que je pouvais, moi, avoir ce pouvoir-là. Des fois de faire pleurer, des fois vraiment de provoquer des réactions émotionnelles chez les gens. Après, je pense qu'il y a vraiment des événements bien particuliers. Quand j'ai été à la francophonie en 2016 et qu'on a slamé devant les chefs d'État, devant François Hollande, devant Justin Trudeau du Canada, devant vraiment plein de ministres, de chefs d'État. Là, je me suis dit, waouh, en fait, quand même, mes petits poèmes là que je gratte toute seule dans ma chambre quand je suis énervée, ça peut avoir de l'impact. Et là, je ne dis pas seulement par rapport au fait qu'il y avait des hommes politiques, parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils en ont écouté, qu'est-ce qu'ils en ont vraiment retenu, qu'est-ce que ça a changé à leur vie, pas grand-chose. Mais c'est plutôt le côté que c'était rediffusé en direct à la télévision sur TV5, que j'ai eu des milliers de personnes tout d'un coup qui ont commencé à me suivre. Et partout, surtout en Afrique, vraiment dans plein de pays d'Afrique où moi, j'avais jamais mis les pieds, je voyais que maintenant, j'ai plein de gens qui me suivent là-bas, qui veulent m'inviter, qui veulent me parler. Et là, je me suis dit, waouh, ça peut vraiment avoir un impact que j'avais jamais imaginé. Je pense que les gens aussi s'attendent à ce que cette colère puisse susciter des changements. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un certain changement? Je pense pas vraiment que l'art suffise à créer ce changement. Mais je pense que l'art peut donner de la force aux gens qui ont envie de faire ce changement. Parce qu'ils se sentent moins seuls, parce que ça résonne en eux et ça peut leur donner un peu de courage, un peu de force, d'énergie pour faire les choses. Parce que moi, je sais qu'il y a des livres que j'ai lus ou des artistes que j'ai écoutés et où je me suis dit, waouh, si elle peut le faire, peut-être que moi aussi je peux le faire. Si elle dénonce ça, il faut qu'on essaye de changer ça. Donc, je ne pense pas que juste penser que oh, je vais écrire un livre et ça va changer le monde, ou je vais sortir un rap et toute la société va changer. Je pense que ça, on va être déçus si on part avec cette ambition-là, malheureusement. Mais on peut avoir peut-être 10 ou 15 personnes pour qui on va avoir un impact dans leur vie, dans le sens que ils vont être motivés et ils vont se sentir moins seuls. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Je ne vais pas changer le monde, mais je veux que les gens qui pensent déjà comme moi ou qui sentent, qui ont l'intuition de certaines choses, que ça puisse les conforter dans leur choix, dans leur combat, que ça puisse, dans des moments où ils se sentent abattus, qu'ils puissent écouter ça et que ça leur redonne un peu d'énergie pour essayer de changer les choses. Ça, c'est bien plus noble, la façon dont tu l'expliques. Tu écris « Arbre sans racines, pays sans soleil ». Quelle image t'a inspiré pour… C'est le titre de mon tout premier recueil. Et en fait, c'est parce que moi, je suis née, j'ai grandi en Belgique. J'ai fait toute ma vie en Belgique, à part des voyages jamais plus longs que peut-être 3 mois en dehors de la Belgique. Mais j'ai toujours eu l'impression que, je sais pas, j'étais comme une plante qui n'était pas plantée au bon endroit. Les plantes ne peuvent pas pousser partout. Si tu prends certaines plantes d'Europe et que tu les mets ici, elles vont pas s'épanouir. Et si tu prends certaines plantes tropicales et que tu les mets dans des pays froids, elles vont pas pouvoir pousser non plus. Et j'avais vraiment cette impression-là, vraiment purement au niveau de mon environnement, du climat, de ce que j'ai autour de moi, de ne pas être au bon endroit et d'être beaucoup plus quelqu'un qui a besoin de la chaleur, parce que la chaleur du soleil, ce n'est pas qu'une question de température, ça change aussi comment sont les gens. Il n'y a rien à faire, les gens sont beaucoup plus souriants, ils passent beaucoup plus de temps dehors, ils se retrouvent beaucoup plus à l'extérieur. Moi, je trouve qu'il y a un côté plus vivant dans les pays chauds et dans lesquels je me reconnais vraiment beaucoup plus parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de chaleureux et qui aime être dehors vraiment. Et juste le temps qu'il fait, ça va changer mon moral, ça va changer l'énergie dans laquelle je suis dès le matin. Si je sors de chez moi et que je suis comme ça, sous la pluie, j'ai froid, je dois marcher vite, il n'y a pas de lumière, le ciel est gris, ça va complètement impacter mon énergie et mon moral. Alors que si je sors et que il y a des fleurs, il y a du soleil,
Tout de suite, ça va, les gens sont souriants, les gens sont déjà dehors. Et ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les gens quand ils viennent au Burundi. Ils me disent, ah, il y a tellement de gens dehors dans la rue. Parce que chez nous, les gens sont à l'intérieur de leur maison. Il fait froid, on n'a pas envie de rester dehors. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Mais du coup, voilà, j'avais l'impression que je ne pouvais pas complètement faire pousser mes racines et moi aussi pousser vers le ciel en étant dans un pays qui ne me ressemble pas à 100%. Et pourtant, la Belgique restera toujours mon pays parce que j'y ai grandi, j'y suis née, j'ai plein de gens que j'aime là-bas. Il y a des choses que j'aime là-bas, il ne faut pas croire que je rejette tout. Mais c'est vraiment juste une question d'environnement. Et comment tu as vécu ton retour au Burundi après un long exil physique? Bah, c'est pas vraiment même un exil puisque moi j'avais jamais vécu ici plus de 3 mois. Et au final, même ma maman n'a jamais vécu au Burundi parce qu'elle est métisse, mais elle a fait toute son enfance à Kinshasa. Mon grand-père burundais travaillait à Kinshasa et elle connaissait rien du Burundi. C'est maintenant que j'habite au Burundi qu'elle vient en vacances au Burundi et que je lui fais découvrir son pays. Donc, c'est pas vraiment un exil, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression que c'était naturel, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de je rentre là où je dois être, parce que j'ai toujours eu la certitude depuis que je suis petite que j'avais quelque chose à faire au Burundi, qu'il y avait quelque chose qui m'attendait là-bas. Et vraiment, la première fois que je suis venue, je pense que j'avais 13 ans. Comme on était plusieurs enfants, ma maman devait voyager pour des histoires de famille. Et elle m'avait dit, mais je sais que tu veux venir, mais moi je peux pas. Pourquoi je vais te payer un billet d'avion à toi et pas aux autres? Et j'ai pas les moyens de payer un billet d'avion à tous les enfants. Et j'ai travaillé à 13 ans, j'ai travaillé et j'ai payé la moitié de mon billet d'avion moi-même en économisant. Mon père a un magasin aussi, donc c'était facile. Mais tous les mercredis après-midi, tous les week-ends, toutes les vacances, je travaillais là-bas. Donc j'ai toujours eu vraiment cette envie très forte de me dire, je sais qu'il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais je sais que je dois y aller. Donc tu ressentais cet appel au fait? Oui, vraiment. Et tu n'arrivais pas à comprendre c'était quoi? Non. Mais maintenant tu sais pourquoi tu es là? Oui, je l'ai découvert petit à petit au fur et à mesure des voyages. Déjà pour pouvoir recréer la connexion avec la famille qui s'était déconnectée par rapport aux métis et aux gens qui étaient en Belgique. Donc vraiment pour qu'on puisse renouer, se connaître, s'entraider. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi sans parents. Et donc pour moi, c'était vraiment... En fait, là, j'ai compris petit à petit de me dire, ben, si je n'avais pas recréé cette connexion, c'est pas moi seule qui les aide, hein, d'autres personnes les aident aussi, mais c'est moi qui ai fait la connexion. Et si je ne l'avais pas fait, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas pu terminer leurs études, qui n'auraient pas pu avoir un job aujourd'hui, ou avoir quelqu'un sur qui compter s'ils sont malades pour les aider à payer la facture d'hôpital. Donc voilà, mais cette chose-là ne va pas que dans un sens. C'est pas seulement moi qui leur apporte. Eux, ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses et j'ai l'impression vraiment que j'ai beaucoup grandi et évolué parce qu'ils m'ont permis de voir le monde d'une toute autre manière et pas seulement en étant quelqu'un qui est quand même privilégié, en ayant grandi en Belgique, en n'ayant jamais, même si on n'était pas riche, voilà, j'ai jamais manqué de quoi dans mon assiette. Et donc vraiment, ça m'a permis de découvrir d'autres réalités et de pouvoir me connecter plus avec des gens aussi qui sont différents de moi. Entre le Burundi, la Belgique et l'Italie, quelle langue ou quelle mémoire t'habite le plus? Je peux dire celle qui m'habite le moins, c'est l'Italie. Et j'espère qu'un jour, vraiment, je vais remédier à ça. Mais je connais très peu, en fait, parce que c'est mes arrière-grands-parents qui sont venus en Italie. Je ne connais pas ma famille italienne. Je connaissais que des personnes très âgées qui sont décédées. Donc, mais j'aimerais vraiment bien et de plus en plus, j'ai envie d'apprendre l'italien, j'ai envie de connaître l'Italie. Donc, j'espère que la vie m'offrira cette opportunité-là aussi. Parce que je sens de plus en plus qu'il y a des choses en moi qui sont vraiment italiennes en fait, même si je connais très peu Mais est-ce qu'on peut le retrouver dans tes textes? Très peu. Plus l'histoire de l'exil de ma famille italienne en Belgique que vraiment l'Italie, puisque je connais très peu l'Italie, donc c'est difficile de parler de quelque chose que tu ne connais pas. Et après, je dirais que y a la Belgique, c'est évident, puisque forcément c'est là que j'ai étudié, c'est là que j'ai grandi, que j'ai des amis, que je me suis vraiment forgé ma personnalité parce que je suis venue habiter au Burundi à 30 ans. Ma personnalité est déjà en grande partie construite. Donc, mais je sens que le Burundi... En fait, le Burundi pour moi est à égalité. La seule chose qui m'empêche de dire que le Burundi est à égalité, c'est le Kirundi. Parce que je ne maîtrise pas le Kirundi. Donc, j'arrive pas à me dire vraiment que je suis burundaise parce que pour moi, ça passe par la langue aussi. Mais au niveau de tout le reste, vraiment, en tout cas au niveau de la place que ça prend dans mon cœur et en moi, Burundi et Belgique sont à égalité, même plus le Burundi puisque j'ai plus envie de vivre au Burundi qu'en Belgique. Et voilà, j'aime bien dire que
dans l'histoire, c'est la Belgique qui a colonisé le Burundi, mais dans mes origines, c'est le Burundi qui a colonisé la Belgique, parce qu'au final, j'ai moins d'origine burundaise que belge, mais ça prend plus de place. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu te sens le plus chez toi quelque part, ou bien c'est dans tes poèmes que tu te sens le plus chez toi? C'est très beau en tout cas comme formule de dire que finalement mon chez moi c'est mes poèmes. Je pense que c'est vrai, c'est plus pas mes poèmes mais plutôt la poésie, parce que j'ai découvert en étant invitée dans plein de pays différents que je pouvais me sentir chez moi avec des slameurs, avec des poètes, avec des artistes, des danseurs même, etc. Donc en fait j'ai l'impression que mon chez moi, c'est là où je suis avec des artistes, parce que c'est là où je me sens vraiment bien, sur la même longueur d'onde, comprise, où j'apprends des choses, où souvent on partage aussi des révoltes, des intérêts qui sont communs. Donc mon chez moi, je pense que c'est avec les artistes, mais qu'au final, il y a beaucoup d'endroits où je pourrais me sentir chez moi. Il y a d'autres pays d'Afrique où j'ai voyagé, que j'ai aimé, et j'ai envie d'en connaître plein. Et je sais que si on me donne l'opportunité d'aller vivre 1 an, 2 ans dans un autre pays, je vais y aller et peut-être je pourrais me sentir vraiment bien et chez moi. Je suis très attirée par l'Amérique du Sud aussi. En fait, j'ai l'impression que partout où il y a quand même... J'ai besoin quand même qu'il y ait une touche d'Afrique en fait. Donc en Amérique du Sud, voilà, il y a des mélanges avec l'Afrique. L'Afrique et en Belgique ou en Europe, je vais toujours rechercher les endroits où il y a du métissage, où il y a des... Voilà, je vais m'entendre très bien avec des Marocains, avec des Sénégalais, etc. Mais j'ai besoin qu'il y ait ce métissage en tout cas. Pourquoi tu as ces besoins? Je ne sais pas d'où ça vient, hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment en moi parce que comme je te dis, depuis toute petite, dès que je voyais quelque chose qui avait un rapport avec l'Afrique, ça m'intéressait. J'avais envie d'écouter, j'avais envie de regarder. J'ai senti vraiment une attirance. Peut-être que ça vient de ma maman en fait. Parce que comme ma maman est métisse, mais franchement, elle a la même couleur que toi. Elle est fort foncée pour une métisse. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était la plus belle femme du monde. Et donc, et en même temps, j'ai toujours senti que ma mère, elle était déconnectée par rapport à l'Afrique et par rapport à son continent. Et j'ai toujours eu une envie, je ne sais pas, déjà petite peut-être, de réparer quelque chose dans l'histoire familiale. Comme ma mère a été élevée par une femme blanche, elle n'a pas eu dans son éducation vraiment cette culture africaine, cet amour pour l'Afrique, cette connaissance même simplement de l'Afrique. Et j'ai toujours eu l'impression que ma maman n'était pas 100% complète parce qu'elle est africaine et ça se voit, mais elle ne connaît rien de l'Afrique. Et même si elle a grandi à Kinshasa, c'était dans des milieux très à l'école belge, etc. Elle parlait pas le lingala, on lui a pas appris. Et donc, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était brisé et que peut-être moi, j'avais envie de réparer ça. Ton écriture, on peut dire qu'elle est organique, viscérale. Mais pourquoi ces liens si forts entre le corps et la mémoire dans tes textes? J'ai l'impression que tout vient du corps en fait et que moi, mes émotions, elles viennent de mon corps. Même quand je vais essayer de me rappeler un moment, ça va passer par ok, qu'est-ce que j'avais comme matière à toucher, qu'est-ce que j'ai senti comme odeur, dans quelle position je me suis mise ou j'ai eu envie de me mettre, est-ce que j'étais comme ça, est-ce que j'étais comme ça. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression que tout traverse le corps forcément et que tout passe à travers le filtre de mes sens, de mes sensations, de mes émotions et c'est de là que je pars pour commencer à écrire quelque chose. Par rapport aux blessures vécues, par rapport à l'héritage, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de penser ou bien de passer? Penser les blessures ou passer? Moi, je ne pense pas qu'on puisse les passer en fait. J'ai vraiment toujours eu l'impression qu'on est la somme de nos ancêtres et je trouve ça très fort quand on pense que, ok, il y a mes parents, il y a mes grands-parents, mais il y a aussi mes arrière-grands-parents. Ces gens, ils ont existé un jour et au final, je garde quelque chose d'eux à l'intérieur de moi, sans même m'en rendre compte. Peut-être qu'il y a un petit détail dans mon physique qui vient d'eux, peut-être qu'il y a un petit détail dans mon caractère qui vient d'eux. Et donc, je les porte en moi. Et par exemple, quand je prie, moi, je prie mes ancêtres et c'est quelque chose qui me fait du bien parce que j'ai l'impression que c'est forcément, voilà, c'est des gens qui sont passés sur la terre avant moi, qui ont vécu des expériences avant moi, qui savent que parfois on se trompe, que parfois on fait des erreurs, que parfois on est mauvais, que parfois... Et ils ont fait ces erreurs, mais j'ai l'impression que là où ils sont maintenant, ils ont une conscience beaucoup plus élargie et qu'ils peuvent m'aider à me guider, à me diriger. Et parfois, vraiment, il y a des choses que je remets entre leurs mains
Et souvent, j'ai l'impression que j'ai des réponses et que ça fonctionne. Oui, j'ai pas l'impression que je peux passer ça en tout cas. J'ai pas l'impression que je peux me dire ah moi je sors de nulle part et il y a que moi. Forcément, il y a tout un héritage et il y a des blessures. Il y a des blessures de mes parents et plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point les blessures de mes parents ont eu un impact sur moi et à quel point au final j'essaie de les réparer. Et je pense que inconsciemment, des fois de manière très violente et brutale en voulant être tout l'opposé de nos parents, des fois en les admirant et en voulant leur ressembler, mais on fait toujours les choses, même quand on veut leur ressembler, on va faire les choses un peu différemment à notre manière et qu'on est toujours en train d'essayer de réparer, d'améliorer ou au contraire, des fois on empire, mais en tout cas on s'inscrit toujours dans quelque chose que les gens ont fait avant. J'aimerais savoir, est-ce que si on pense les blessures, ça signifierait oublier l'histoire ou bien carrément l'ignorer? Non, en tout cas, comme je dis, je ne pense pas qu'on peut l'ignorer ni l'oublier. Je pense que ça fait partie de nous, que c'est très intéressant d'essayer, quand on a l'opportunité de le faire, de pouvoir aller parler avec les gens plus vieux de sa famille. Parce qu'il y a souvent dans les familles des silences, des ruptures et plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ou de secrets. Et quand on a la possibilité de le faire, c'est vraiment une chance de pouvoir essayer d'aller creuser un peu dedans. Après, c'est pas toujours possible. Parfois, les gens ne veulent pas parler, parfois les gens ne sont plus là. Mais quoi qu'il arrive, je crois qu'on porte quand même ces choses-là à l'intérieur de nous. Dans tes textes, tu évoques souvent les femmes et la maternité spirituelle. Quelle place occupent les femmes dans ta trajectoire? Les femmes sont très importantes pour moi, dans le sens que, comme j'ai dit, j'ai toujours été assez révoltée, assez rebelle. Parfois même, ça pouvait se traduire par de la colère ou de l'agressivité. Et j'ai toujours senti que dans la société, ça, c'était pas pour les femmes. Et donc, j'ai toujours eu une grande admiration pour les femmes qui font des choses qu'à la base, on se dit, ça, c'est pas pour les femmes. Parce que on a besoin, en tant que femme, de voir une femme faire quelque chose pour se dire moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux y aller. Il faut que je vois une femme rapper pour qu'on se dise ah mais les femmes aussi peuvent faire du rap, c'est pas que pour les hommes. Et dans plein de situations différentes comme ça, du coup j'ai l'impression que j'ai des mères ou des sœurs spirituelles parce que c'est celles qui ouvrent une voie, qui ouvrent un chemin. Et c'est vraiment le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est quand une fille vient me dire ah, après t'avoir vu sur scène, j'ai osé monter sur scène. Après avoir lu tes textes, je me suis dit que moi aussi j'allais partager ce que j'écris. Parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, on le remarquait avant, quand j'ai commencé le slam en Belgique, il y avait presque que des hommes au Sen Slam. Et pourtant, il y avait beaucoup plus de femmes qui aiment écrire. Mais dès qu'il fallait passer sur la scène, il n'y avait plus que des hommes parce que les femmes avaient vraiment cette peur de ne pas être légitimes, de ne pas être bien comprises ou entendues, que ce ne soit pas vraiment leur place. Aussi de savoir qu'on va les juger sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec leur texte, leur apparence physique, leur poids, est-ce qu'elles sont bien ou mal maquillées, habillées, plein de choses comme ça où déjà on se met des barrières et ça nous bloque. Et donc, ce qui est le plus bizarre, c'est que souvent elles sont jugées par d'autres femmes. Parfois aussi par d'autres femmes, par les hommes et même par les autres femmes. C'est beaucoup plus par les femmes. Mais je trouve que quand tu vois une femme qui va et qu'elle s'en fout en fait de ces choses-là et que c'est d'abord son message, d'abord son texte, d'abord ce qu'elle a à dire, son combat qui prime, c'est vraiment ce qu'on appelle empowerment. C'est que tu te dis waouh, moi aussi je peux le faire et je veux aller vers ça. Et aussi moi j'ai pas eu de sœur, j'ai eu une maman qui elle se revendique pas féministe, mais en fait, dans sa manière de m'éduquer, elle est très féministe et elle a toujours dit, voilà, c'est pas une chose que tes frères font, toi aussi tu peux le faire. Et même à l'école, elle s'est déjà mobilisée quand il y avait des injustices entre les filles et les garçons. Donc j'ai grandi avec quelqu'un qui m'apprenait que ne te laisse pas rabaisser, ne te laisse pas mettre dans une petite case de choses que tu es obligée de faire parce que tu es une femme. Tu as toi aussi une liberté. Et donc, vraiment, ma mère m'a ouvert cette porte et j'ai l'impression qu'après, j'ai eu plein d'autres mères qui m'ont ouvert d'autres portes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu accompagnes d'autres filles à pouvoir extérioriser cette colère sacrée? Oui. J'ai fait beaucoup d'ateliers réservés aux femmes uniquement. Et je trouve ça vraiment intéressant quand on peut se retrouver qu'entre femmes parce qu'il y a une parole qui se libère et qui vraiment va chercher des choses qu'on n'oserait peut-être pas dire devant des hommes. Aussi parce que voilà, il n'y a personne qui va nous dire que ce qu'on pense, ah non, tu ne devrais pas penser comme ça, tu ne devrais pas parler comme ça, c'est pas légitime. Quand on est entre femmes, on peut vraiment aussi se dire, ok, on va accueillir la parole de chacune et l'expérience de chacune. Et ça, je trouve ça vraiment très beau et très fort
Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir des moments où on a le droit d'être uniquement entre femmes pour se mettre à l'aise. Mais après, moi, je veux qu'on aille vers quelque chose de mixte où on est aussi mélangé avec les hommes. Pour moi, c'est vraiment important. Mais je sais qu'il y a tellement de femmes qui m'ont mis des claques dans le sens quand j'étais à des scènes slam. Elles ont commencé à livrer un texte sur quelque chose de tellement profondément intime. Et je me suis dit, c'est la première fois que j'entends une femme parler de ça. C'est la première fois que j'entends une femme mettre des mots vraiment sur des choses parfois très dures ou très violentes. Et ça me permettait ou des choses qui ne me concernent pas directement, comme, je ne sais pas, l'homosexualité, etc. Et je me dis, ça me permettait vraiment de les comprendre, de ressentir à travers les émotions comment elles vivaient ces choses-là et de me sentir connectée avec elles. Et chaque fois que je ressens ça, j'ai envie de vraiment... D'ailleurs, la plupart du temps, je vais dire merci à la personne parce que je me dis, waouh, là, j'ai l'impression que j'ai grandi et que j'ai touché quelque chose qui concerne les femmes que je n'avais jamais entendu ou que j'avais jamais pu me sentir concernée par cette chose. Est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue, qu'on t'a partagée, qui n'a pas l'habitude d'être entendue dans la société, que tu aimerais nous partager? Il y en a beaucoup, ça serait difficile de choisir. Mais je sais que par exemple, des textes sur les addictions, notamment Julie Lombé qui avait fait un texte où elle parlait de la cocaïne ou de l'alcool. Très peu de femmes peuvent dire dans la société j'ai un problème avec la drogue ou j'ai un problème avec l'alcool. Et en parler et mettre des mots dessus et dire comment je me comporte, pourquoi je fais ça, d'où ça me vient, comment je me sens. C'est très rare parce que tout de suite ça va être jugé. Évidemment, toutes les questions liées aux abus sexuels, que ce soit l'inceste ou que ce soit des questions de viol, etc. Ça m'a vraiment permis de me sentir reliée avec des femmes quand elles abordent ces sujets-là. Mais je dirais aussi les questions liées, il y a aussi évidemment tout ce qui concerne les règles, les choses vraiment typiquement féminines. Avoir une femme qui vient sur scène et qui parle sans aucun tabou de ces choses-là, même devant des hommes, j'adore ça. Mais je voulais dire oui, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée aussi, c'est les questions liées à la maternité. Et le fait aussi de dire, en fait, il y a des moments, j'avais plus envie d'être maman. Il y a des moments, j'avais plus de force pour mes enfants, j'avais plus d'énergie. Il y a des moments, j'ai tapé ma fille alors qu'en fait, c'était même pas vraiment de sa faute. C'était à cause de tout ce que j'avais eu dans ma journée ou c'était parce que ça a fait ressortir des choses moi-même de mon passé que j'avais pas réglées. Et enfin, ça, c'est des choses vraiment qui me touchent. Même d'en parler, là, j'ai des frissons parce que je revis ce moment-là où je me suis dit, waouh, on a vraiment le droit de tout dire en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On ne retrouve pas simplement la colère dans tes textes, il y a aussi du silence, mais qu'est-ce qui t'inspire dans le silence aussi? Le silence, c'est le moment, très souvent quand on écrit, on est dans le silence. Donc c'est forcément inspirant. Des fois je mets de la musique ou des fois je mets de la radio juste pour avoir une voix qui parle, ça m'aide. Mais des fois je sens que ok, là à ce moment-là j'ai besoin d'être vraiment dans le silence complet pour bien réussir à rassembler mes idées. Et aussi j'avais tendance... Quand j'ai commencé le slam, j'étais pas du tout à l'aise sur scène, j'étais très stressée. Je parlais très vite, sans aucune pause, sans aucune respiration, parce que j'étais stressée. Et c'est Picho justement qui m'a fait travailler en me disant là, cette phrase-là est très importante. Si tu veux qu'elle résonne plus que les autres phrases de ton texte, tu es obligé de laisser un silence. Et j'ai compris à quel point laisser un silence après une phrase, ça faisait que ça, les gens vont le garder dans leur tête et l'émotion va pouvoir naître. Et au début, j'y arrivais pas. Au début même, ils comptaient pour me faire prendre. Ils disaient, il faut au moins 3 secondes. Et donc, j'ai terminé ma phrase et ils me disaient 1, 2, 3. C'est un silence comme ça que tu dois laisser. Parce que je pouvais avoir l'impression que j'ai laissé un silence, mais en fait, c'est une demi-seconde et c'est pas un vrai silence. Et lui m'a vraiment aidé à prendre conscience que parfois, laisser un silence, c'est plus fort que de parler. Des fois, on dit que les silences, c'est beaucoup plus parlant que les mots. Oui, et je pense que c'est vrai. Et moi, comme j'aime écrire et j'aime les mots, j'ai tendance à remplir, vouloir mettre des mots sur tout, alors que des fois aussi, le silence peut être très parlant. Et ton art, il est politique, sans être militant ou au sens classique. Comment tu t'inscris dans cette ligne d'activisme? Je pense qu'au final, il y a beaucoup de choses qui sont politiques. Si tu es une femme et que tu parles de tes expériences de femme, ça devient politique. Si tu es une mère et que tu parles de tes expériences de mère, ça devient politique. Parce que si tu es en Belgique et que tu dis, en fait, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de... tu dois tout faire toute seule, tu es débordée.
parce que tu dois gagner de l'argent et tu as l'impression que tu passes pas du tout de temps avec ton enfant, ça devient politique aussi. Parfois même juste parler de relations amoureuses, parfois c'est politique aussi. De sexe aussi. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'en fait beaucoup de sujets, si on va en profondeur dedans, ça peut devenir quelque chose de politique. Et des fois même revendiquer le droit de faire la fête ou de s'habiller ou de se comporter d'une certaine manière, c'est aussi s'opposer parfois avec d'autres générations et ça a aussi quelque chose de politique. Quand, je sais pas, quand Oleg elle est en prison à cause du fait de sa caricature avec les prêtres et l'église, ben, c'était quelque chose d'humoristique, mais ça montre bien que c'était très politique puisqu'il a fini en prison et qu'en fait, ben, il y a des choses dans cette société auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Et après, on peut en discuter. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Chacun a son avis là-dessus, mais ça montre que des fois, même faire quelque chose de parodique ou d'humoristique, où on pense que c'est juste des jeunes qui font des bêtises pour s'amuser, il y a quelque chose de très politique derrière. Donc je pense qu'au final, l'intime est quelque chose qui est politique quand on décide de l'exprimer. Est-ce que tu penses que ta voix gêne souvent ou bien elle déplace les lignes qui voudraient rester figées? Je pense que parfois elle gêne, je pense que souvent elle fait du bien. Mais je sais qu'il y a des gens qui des fois me disent que ça les dérange, mais je pense que si ça les dérange, c'est parce que ça vient toucher quelque chose en eux, avec lequel ils ne sont pas 100% à l'aise ou 100% en paix. Et que du coup, c'est plus intéressant quand on est dérangé par quelqu'un de se demander pourquoi. Pourquoi je suis dérangée par cette personne. Moi, il y a des artistes que j'apprécie pas. Des fois, il y a des artistes voilà, où je ne suis pas d'accord avec des choses qu'ils disent ou qu'ils font, etc. Mais je me dis, au final, qu'est-ce que ça veut dire de moi-même? C'est ça qui est plus intéressant. Et je pense aussi que, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime être critique. Donc, partout où je vais aller, je vais toujours essayer. C'est même pas que j'essaye, c'est que sans le vouloir, je suis comme ça. Je peux me sentir très bien à un endroit, mais il y a toujours un moment où je vais aller voir des petits points qui pourraient être changés, qui pourraient être améliorés ou qui n'ont pas vraiment de cohérence, qui créent un paradoxe et je vais pas pouvoir m'empêcher d'aller les mettre le doigt dessus. Et là, du coup, là, je dérange parce que par exemple, si je suis, je sais pas, je vais dénoncer le racisme en Belgique, je vais avoir les Noirs et les Arabes qui vont me dire oui, c'est super, c'est trop bien, on est avec toi, on est d'accord avec toi. Mais quand je vais commencer à aller dire ah, mais dans nos communautés aussi, il y a des problèmes. Dans nos communautés aussi, on dénonce ça alors que nous-mêmes, on est en train de faire ça. Et que je commence à mettre le point sur les incohérences. Alors là, tout à coup, même ceux qui m'adoraient, ils vont plus m'aimer du tout. Mais je suis vraiment en paix avec ça. Je préfère garder cet esprit critique parce que je ne sens pas un besoin absolu d'être aimé ou d'être accepté. Je sais que voilà, je vois ça chez des amis à moi qui ont toujours besoin qu'on les aime ou qu'on les accepte. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange vraiment profondément. Voilà, que tout le monde ne m'apprécie pas, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Est-ce que tu penses que pour être un poète, il faut arriver à dire ses vérités? Oui, vraiment. Je pense que pour moi, c'est l'essence de la poésie. Et je pense qu'il y a d'autres arts où on peut être un personnage, où on peut, voilà, quand on est comédien, on incarne différents personnages. Quand on est chanteur, on peut se créer aussi parfois tout un personnage avec un visuel, une identité, etc. Pour moi, la différence avec la poésie, justement, c'est que la poésie, comment moi je le vis, d'autres personnes probablement le vivent différemment, mais c'est comme si ça me permet d'aller toujours plus en profondeur et d'essayer d'être toujours plus transparente. C'est vraiment, j'enlève les filtres, j'enlève les masques, j'enlève justement tous ces codes et ces choses qui font que... et j'essaie de me révéler de plus en plus et de plus en plus sincèrement et même de dire des choses dont je ne suis pas fière. Ça, c'est vraiment quelque chose... Ça fait peut-être que 2 ou 3 ans que vraiment je l'accepte. Du coup, c'est pas toujours facile à porter à voix haute, donc des fois, ça se limite à mes livres ou à ce que j'écris. Mais de me dire même les aspects de moi dont je suis pas fière, que je trouve pas que c'est très beau, que c'est très admirable, ça aussi, je veux en parler. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'être un être humain et toujours se présenter avec une certaine posture de moralisateur, de « Ah, le monde ne va pas bien, il faudrait faire comme ci, il faudrait penser comme ça ». Je pense que très vite après, on va perdre de l'intérêt et soi-même aussi. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de creuser. Et justement, comme je le disais, quand je vois des femmes qui se mettent à nu en montrant même des choses qui ne sont pas belles de leur personnalité, dans le sens valorisé par la société, ça m'encourage et je me dis, ben moi aussi, en fait, j'ai le droit de parler de ces choses. Donc pour moi, la poésie, je dirais que c'est une quête de transparence.
Je pense qu'au-delà que ça soit une quête de transparence aussi, je pense qu'il y a un danger pour les artistes quand ils se mettent à nu. On ne voit pas le travail qu'il y a derrière. C'est que ça vous coûte à vous de pouvoir mettre ça à nu. Mais quel est le plus gros danger auquel tu as fait face depuis que tu as commencé à extérioriser cette vulnérabilité? Je ne sais pas s'il y a vraiment un danger, dans le sens que parfois quand même, je m'auto-censure. Si je sens que dans le contexte dans lequel je suis, je ne pourrais pas dire autant de choses que j'ai envie de dire, je vais m'auto-censurer. Je pense que le fait d'avoir des enfants joue là-dessus, parce que sinon peut-être que je m'en foutrais de dire bon, si je dois aller passer quelques mois en prison pour un texte, c'est pas grave. Là, j'ai le fait de me dire j'ai pas envie de laisser mes enfants, je veux être à leur côté. Donc je vais trouver des voies détournées, mais je vais toujours essayer de trouver une voie, parce que si quelque chose est trop fort à l'intérieur de moi, je sais que je vais devoir le sortir d'une manière ou d'une autre. Et comme je le dis plus souvent, alors ça va peut-être plus passer par l'écrit, en me disant les gens qui peuvent être vraiment choqués ou qui pourraient vouloir me mettre en danger à cause de ce que je pense, en vérité, ils ne vont pas aller lire mon livre. Ils vont peut-être jamais en entendre parler. Et s'ils entendent parler, il y a peu de chances qu'ils lisent plusieurs centaines de pages pour aller chercher là où j'ai dit ces choses-là. Donc, je vais trouver les moyens détournés. Et c'est vraiment là où je veux encourager aussi les jeunes, c'est qu'en fait, on peut raconter des contes qui vont dénoncer des choses très actuelles. On peut utiliser l'humour, on peut utiliser... voilà, il y a plein de manières. On peut mettre ça dans un cadre futuriste ou dans un cadre du passé, mais en fait, on parle du présent. Il y a les fables de La Fontaine, on utilise des animaux. Enfin voilà, je pense il y a des moyens de quand même réussir à exprimer ce qu'on peut exprimer. Et tu penses que l'intime peut être un terrain révolutionnaire? Oui, j'en suis convaincue. Et je suis convaincue que, par exemple, si on parle des femmes, la révolution féministe, elle passe aussi par la sexualité, elle passe aussi par le fait d'avoir une liberté là-dedans, le fait d'avoir le droit à son plaisir, à la recherche de ça. Et donc, il n'y a rien de plus intime que la sexualité. Et pourtant, on revendique beaucoup de choses là-dedans. Le couple, c'est un endroit de révolution féministe. Le droit de se séparer quand ça ne va pas, le droit de ne pas être battu, de ne pas... Voilà, donc c'est des choses qui sont très intimes, mais notre rapport avec nos enfants aussi. Et pourtant, c'est très politique et très révolutionnaire, la manière, les valeurs qu'on va transmettre à nos enfants. Et pour clôturer, si tu devais offrir un seul verre au monde pour apaiser, éveiller et révolter, que serait-il? J'ai pris mon téléphone. C'est un petit extrait de texte, mais en fait, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée aux textes qu'on dit de Nag Hammadi. En fait, c'est des textes religieux de la religion chrétienne qui datent du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ et qui ont été retrouvés en 1945, qui étaient en Égypte, cachés dans le sable. Et c'est fou qu'on les ait retrouvés. Et ça montre qu'en fait, dans la Bible, il y a beaucoup de textes qu'on a mis de côté, qui n'arrangeaient pas vraiment l'Église dans la forme qu'on voulait lui donner. Et il y a beaucoup de textes qui ont été mis de côté et que je trouve vraiment super intéressants. Il y a notamment l'évangile de Marie-Madeleine qui donne vraiment une grande place à Marie-Madeleine dans la vie de Jésus. Et c'est pas comme ça qu'on apprend vraiment les choses. Et il y a un texte qui s'appelle Le tonnerre, que j'aime beaucoup. C'est plus poétique. C'est pas des textes des apôtres, etc. C'est un court texte qui parle de la femme. Et il y a ce petit extrait, je l'ai mis en début de mon roman. Je suis la première et la dernière, je suis l'honorée et la méprisée, je suis la prostituée et la sainte, je suis l'épouse et la vierge, je suis la connaissance et l'ignorance, la guerre et la paix, je suis une étrangère et je suis la cité, je suis la mère de mon père et la sœur de mon époux, quand je suis loin, je suis près de vous. Et ce texte est beaucoup plus long et je l'ai trouvé vraiment magnifique de me dire déjà que ça date voilà, d'il y a plus de 1500 ans et en fait que ça revendique le droit pour les femmes d'être tout. On n'est pas, je suis vraiment contre cette idée que la femme doit être comme ça. La femme doit forcément se marier, la femme doit forcément avoir beaucoup d'enfants, la femme doit forcément être dévouée à son foyer plutôt que consacrée à une carrière extérieure. En fait, la femme est tout en même temps. Il y a des femmes qui aiment ce chemin-là, mais on peut revendiquer le droit d'être différente. Et au final, une prostituée, c'est une femme, une sainte, c'est une femme. Et toutes ces différences-là, voilà, on est toutes des femmes. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment beau de se dire qu'un texte aussi vieux revendique ce droit-là, qu'on puisse être toutes différentes et avoir des chemins aussi qui sont différents. En
tout cas, c'est très beau ce que tu viens de dire. J'espère qu'on pourra voir ça dans ton livre. Il sort bientôt? Alors, j'espère 2026. Oh là là, mais il y a encore du temps. Malheureusement, je découvre vraiment que par rapport au slam, le monde du roman, pour trouver un bon éditeur, pour pouvoir avoir tout le travail de relecture, de correction, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est un livre qui se passe au Burundi. Et voilà, ça aussi, ça m'a aidé de me libérer et de me dire j'ai le droit d'écrire des histoires qui se passent au Burundi, même si je ne parle pas kirundi, même si je ne suis pas née dans la culture burundaise. Je voudrais que le Burundi puisse devenir un décor pour des histoires, comme n'importe quel pays, comme une histoire qui se passe à Paris, qui se passe à New York. Et on a aussi le droit de raconter des histoires qui se passent au Burundi. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Moi aussi. Je l'appelle Joy Slam. Joy Slam, Joy Akayaga. Et vraiment, je tenais aussi vraiment à te féliciter parce que c'est très rare d'avoir des interviews où on peut vraiment aller en profondeur et pas rester dans des trucs superficiels. Et en tant qu'artiste, c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler plus de ce qui nous anime en profondeur et pas seulement des questions très générales sur notre carrière. En tout cas, c'était un plaisir que tu aies accepté et qu'on puisse partager ça ensemble. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera pour un prochain épisode et on se dit à plus tard.